Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue. Et aujourd'hui, je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, éducation à l'école, mais aussi éducation à la maison. Alors, comment l'école peut induire une petite éducation chez votre enfant, au sein de votre famille? Comment on peut développer l'univers créatif et le développement mental de votre enfant avec sérénité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Elisa. Alors, je te propose de te présenter qui tu es, ce que tu fais et quel est ton rôle dans l'éducation Montessori. Alors, déjà, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Je m'appelle Marion, je suis éducatrice en psychopédagogie Montessori et je suis spécialisée dans les enfants de 3 à 6 ans. J'ai reçu ma formation d'âge maternel, on appelle ça la maison des enfants. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été formée en 2 temps. J'ai reçu d'abord une formation d'assistante pour les 0 à 3 ans, donc la toute petite enfance, de la naissance à l'entrée en maternelle. Et ensuite, je suis devenue éducatrice spécialisée pour les 3 à 6 ans. Ok. Voilà. Ok. Et depuis, j'ai enseigné dans plusieurs écoles, que ce soit en France hexagonale et en Guadeloupe et en Martinique. Très bien. Voilà. Très bien. Donc tu as eu essentiellement des enfants très petits ou tu as tous les âges dans une classe? J'ai eu essentiellement des enfants très petits. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup d'environnements différents, dans des micro-crèches et dans des écoles maternelles. J'ai pu intervenir aussi en environnement primaire, donc en 6-12 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Montessori, on a 4 plans de développement entre la naissance, donc 0, et 24 ans. Puis en Montessori, tu es un enfant jusqu'à 24 ans. Jusqu'à 24 ans. C'est rassurant. C'est rassurant. Ça te laisse beaucoup de temps et beaucoup moins de pression. Donc, on a le 0 à 6, donc la première période. Ensuite, le 6 à 12 ans, le 12 à 18 et le 18 à 24. D'accord. Voilà. Et donc, en quoi consiste cette méthode? Puisque on parle de toute une méthode. Il y a des écoles qui sont intéressantes et d'autres qui le sont un petit peu moins parce qu'elles vont utiliser différentes méthodes. Exactement. Et il me semble que la méthode Montessori est une manière d'apprendre en particulier. C'est vraiment... Après, il y a des écoles qui s'inspirent de plein de pédagogies et de manières différentes et c'est OK, il faut juste être en accord avec voilà, ce qu'on propose. Montessori, déjà pour recontextualiser, c'est une personne, c'était une des premières femmes médecins en Italie, à l'époque où les femmes n'exerçaient pas de métier et encore moins des métiers à haute responsabilité comme la médecine. Donc c'était une médecin, elle s'est spécialisée en psychiatrie et c'est aussi la première personne à avoir développé un service de pédopsychiatrie. Donc à l'époque, on est fin 19e siècle, en psychiatrie, les enfants et les adultes sont mis ensemble. Il n'y a pas d'accompagnement particulier pour les enfants. Et c'est elle qui, en observant les enfants, déjà s'est dit, c'est pas possible, on doit leur proposer un accompagnement, un soin différent. Et à partir de là, elle s'est mise vraiment à s'intéresser à qu'est-ce qui fait que le développement de l'enfant est différent, qu'est-ce qui fait qu'on doit essayer d'aider cet enfant à devenir l'adulte de demain. Alors, c'était des enfants en situation de handicap. Et petit à petit, à partir des premières petites activités qu'elle leur a proposées et des observations qu'elle a faites, elle a développé sa méthode pour tous les enfants. Donc c'est vraiment une adaptation de ce qui existait déjà pour... Il y a eu un petit peu de ce qui existait déjà. Et puis elle a créé vraiment toute une analyse en observant l'enfant en situation de handicap et l'enfant dit normal à l'époque. Et elle s'est dit, il y a vraiment, on a vraiment une mauvaise compréhension à ce moment-là dans l'histoire de ce que c'est qu'un enfant et de ce dont l'enfant a besoin. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour vraiment comprendre l'enfant? Quels sont ses besoins? Quel est son être intérieur? Son maître intérieur, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et comment on va l'aider à se révéler? Donc ça, c'était toute son idée. Et c'était aussi, il y a eu un contexte historique très difficile dans le début du XXe siècle. Il y a eu la guerre, elle a connu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle voulait pouvoir créer les adultes qui allaient amener la paix. Donc c'est une éducation pour un monde meilleur, c'est une éducation pour la paix. C'est vraiment, il y avait toute une philosophie très très belle
qu'aujourd'hui on dit bon, c'est la méthode Montessori, c'est la méthode où on fait ce qu'on veut C'est ça, il y a beaucoup d'a priori oui. sur cette méthode d'enfants rois. Souvent, Mhm. les enfants rois sont La des liberté enfants Montessori, totale, voilà. le chaos, On les laisse faire leurs affaires. ouais. C'est pas Alors ça. pas du tout. C'est vrai que il s'est passé beaucoup de choses. Là, on a évolué, on sait beaucoup plus de choses maintenant. On a des méthodes vraiment scientifiques qui ont découlé de son travail, d'ailleurs, parce qu'elle a inspiré beaucoup de choses. Donc, on a une meilleure connaissance de l'enfant globalement aujourd'hui, hors Montessori. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment posé les bases je pense, de l'éducation internationale parce qu'elle s'est vraiment développée à l'international. Montessori, aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Il y a même des pays où c'est devenu la norme de l'éducation. Oui. Donc, dans les écoles de l'éducation nationale, on applique Montessori et c'est comme ça. Il y a même en France où on applique maintenant la méthode Montessori. Alors, on ne dit pas, mais dans les écoles publiques. Ce sont des outils, tout Oui. simplement, qui sont utilisés à des buts d'apprentissage. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des enfants différents. Oui. Différentes façons d'apprendre. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces outils? On a principalement donc une connaissance de l'enfant, une connaissance de ces 4 étapes de la vie et les besoins spécifiques qu'il va y avoir. On a une connaissance de son esprit absorbant, parce que l'enfant, je vais parler plus pour 0 à 6 ans, il a un esprit absorbant. Vraiment, il faut voir son cerveau comme une petite éponge qui va intégrer tout ce qu'il a autour de lui dans son environnement, dans les adultes et les enfants qu'il rencontre. Et il va pas faire de discernement dans ce qui est positif et ce qui est négatif, il va juste prendre. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, c'est important. Et que l'enfant, au cours de sa vie, il va rencontrer des périodes sensibles. Il y aura des périodes où il sera plus sensible à certaines choses et complètement fermé à d'autres. Et du coup, il faudra lui apporter ces choses-là dans l'accompagnement qu'on va lui donner. Donc ça, c'est la connaissance vraiment, le premier outil qu'on a pour travailler avec l'enfant. Donc l'écoute de l'enfant, finalement. L'écoute et l'observation. Ok. Vraiment. Principalement, notre travail, une fois qu'on a préparé l'environnement, la classe ou bien la maison, que l'environnement, on a regardé, on s'est dit, ok, c'est adapté, mon matériel est adapté, le mobilier est adapté à mon enfance. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas les petites chaises ou les petites tables. Et c'est Montessori qui a mis ça en place. Il y a juste des outils, des activités qu'il va pouvoir prendre, qui sont à sa portée et qu'il va pouvoir manipuler en toute autonomie. C'est ça, c'est le principal mot, c'est l'autonomie. L'autonomie et l'indépendance. Ouais. C'est deux concepts qui sont vraiment au cœur du travail qu'on fait dans les classes Montessori et même à la maison pour ceux qui pratiquent Montessori à la maison. Et c'est là que vient la limite. Parce que quand il y a toutes ces libertés-là, quand tu mets l'enfant dans son environnement et que tu lui donnes ce libre arbitre, ce choix de ce qu'il va faire, il faut mettre une limite. Oui. C'est là qu'il y a le cadre. Il y a une discipline que tu mets en place, obligatoirement, pour que l'enfant il puisse créer sa discipline intérieure. Ça doit venir de lui-même. Si c'est que toi, avec tes règles, et il n'a pas la possibilité de faire des choix, ben, il ne va pas se créer cette autodiscipline. Oui. Et à l'inverse... On sait qu'un enfant, il a besoin de limites, de structure pour pouvoir évoluer dans un cadre sécurisé. Exactement. Donc effectivement, si c'est... C'est ça va être le chaos. Le chaos. Et surtout, c'est lui qui va décider à la maison. C'est un petit peu C'est lui qui va décider à la maison, et puis même par la suite, il n'aura pas, quand il sera tout seul dans la société, il n'aura pas cette bonne réflexion. Il n'aura pas les bonnes valeurs morales de pourquoi je fais les bons choix. Parce qu'il n'aura pas appris à faire les bons choix pour lui-même. Il aura juste appris à faire vraiment comme ça. Genre, il n'y aura pas de vraie réflexion derrière. Et ça, c'est un problème. En classe, certes, ils peuvent choisir leurs activités, mais ils peuvent choisir uniquement les activités qui leur ont déjà été présentées. D'accord. C'est pas juste, tu vas prendre... on a des petits plateaux, et ils peuvent prendre leur activité et la faire. Mais il faut qu'on leur montre d'abord comment utiliser le matériel. Parce qu'il y a du matériel qui a été créé vraiment pour développer leur sens, ou leur langage, ou leur esprit mathématique. Donc, il est utilisé avec un protocole, comme en sciences, comme en médecine, et il faut que l'enfant apprenne à le faire correctement, avant de pouvoir le faire à l'infini s'il en a envie. Mais il faut qu'on lui montre d'abord. Ça, c'est un peu... Il y a toujours un peu cette dualité entre, oui, il y a de la liberté, mais c'est parce qu'il y a une règle de discipline derrière. Et c'est toujours lié. C'est pas juste l'un ou l'autre. Ok. Ça fonctionne avec tous les enfants?
Ça fonctionne avec tous les enfants dans la mesure où il faut qu'on accepte aussi que, y a des enfants qui ont des besoins vraiment spécifiques, qui doivent aussi parfois avoir un accompagnement, médical Mmh. et que, comme toute pédagogie, toute méthode, il y a forcément des limites et que, voilà, on peut s'appuyer sur ça, mais il faut aussi comprendre que il y a pas que ça. Parce que Ouais. le monde évolue, les enfants évoluent et que même si elle avait compris tellement de choses qui sont encore vraies aujourd'hui, on a encore compris d'autres choses depuis, la médecine a évolué donc on continue d'évoluer avec. Très bien, très Mmh. bien. Alors moi, j'ai souvent des questions qu'on me pose: «Oui, mais mon enfant, j'ai pas envie de le mettre en école Montessori Mmh. parce que quand il va aller au collège, ce sera compliqué». C'est souvent compliqué à l'inverse. C'est souvent compliqué pour des enfants qui n'ont jamais été en environnement Montessori, de rentrer sur le tard dans des environnements Montessori. Justement parce qu'ils ont jamais travaillé ce libre choix Cette dont on autonomie. parlait tout à l'heure. Donc ils Mmh. sont vraiment perdus dans les environnements. Ils savent pas quoi faire, on leur a jamais laissé la possibilité de choisir et de se développer par eux-mêmes. Donc ils sont un petit peu perdus. À l'inverse, les enfants qui ont fait un cursus Montessori et qui se retrouvent dans le public, on va dire dans l'éducation nationale, ils s'en sortent plutôt bien parce qu'ils ont une capacité d'adaptation, ils ont une Mmh. capacité de compréhension de leur environnement et ils sont vraiment plus apaisés et ils ont une faculté de concentration au-dessus de la norme, Génial. vraiment et ça, c'est super. Est-ce qu'il gagne aussi en maturité? Je pense oui et ça joue parce qu'on a des classes d'âge mélangé du coup. Ce qu'on disait sur le 3 à 6 ans. On a des enfants de 3 ans qui travaillent avec des enfants de 6 ans. En élémentaire, on a des enfants de 6 ans qui travaillent avec des enfants de 12 ans. Mmh. Donc ça joue aussi, les plus grands ont une espèce de responsabilité, d'exemple envers les plus jeunes et les plus jeunes ont, des modèles et ils vont toujours essayer de s'élever pour être, vers, comment dire? On va tirer la classe vers le haut parce qu'on a des modèles, Oui. plus âgés du coup. Donc oui, Et il y a la bienveillance aussi? évidemment. Éducation bienveillante, ça vient vraiment dans le Montessori et ça va dans les 2 sens, hein. C'est de la bienveillance envers l'enfant, mais c'est aussi l'enfant qui développe une bienveillance envers les adultes ou les accompagnements, les éducateurs ou les autres enfants autour de lui. Et souvent, si tu as un éducateur qui prône cette bienveillance et qui physiquement, il agit avec bienveillance dans sa classe, très, très vite, tous les enfants vont mimer ce comportement avec les autres. Et ça fait que tu as une classe qui, petit à petit dans l'année, devient très posée, très apaisée et c'est super agréable de travailler dans ce cadre-là. Là, tu fais envie à tous les professeurs qui nous écoutent. Oui, alors, il y a beaucoup de challenges comme Mmh. partout et puis aussi Montessori, j'ai dit que c'était international et ça fait que dans chaque culture, dans chaque pays, c'est adapté de manière différente. En France, c'est adapté d'une certaine manière qui n'est pas forcément, évidente parce qu'on est forcément dans un cursus privé. Il y a pas beaucoup, il y a peut-être 1 ou 2 écoles qui fonctionnent avec, l'éducation nationale, mais c'est très, réglementé et il y a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là. Oui. Voilà. Il faut Certes, dire, il y a beaucoup de matériel aussi, il y a quand même un. énormément de matériel. Le matériel coûte cher parce Ouais. que c'est, encore une fois, du matériel scientifique. Donc, il y a des gens qui vendent maintenant, des grosses entreprises qui vendent du matériel inspiré Montessori. C'est pas le vrai matériel que tu vas retrouver en école, quoi. En tout cas, dans les écoles qui appliquent la méthode. D'accord. Voilà. Donc, c'est un investissement pour chaque école. Oui. Et effectivement, alors ça demande, comme tu dis, ça demande une mise en place aussi? Oui. Une mise en place, une aide, ça demande d'avoir des éducateurs qualifiés aussi. Mmh. Parce qu'on en parlait au début, les gens veulent s'inspirer beaucoup, mais ça commence par avoir des personnes qualifiées et formées. Il y a une organisation internationale qui a été fondée par Maria Montessori et qui dispense des formations pour toutes les tranches d'âge. Mais il y a également des formations qui sortent comme ça et qui disent qu'on va faire des formations Montessori alors que c'est pas forcément de la même qualité, tout simplement parce que ça vient pas de la personne C'est qui a ça. créé ça. Au-delà des outils, on apprend à être, bienveillant, on apprend à travailler Oui. avec les enfants. Il y a beaucoup de psychologique aussi. On apprend, oui, c'est psychopédagogie, donc il y a, la majorité de ma formation, c'était d'abord essayer de comprendre l'enfant, donc l'humain, donc le cerveau, Oui, donc oui, tout ce tout à fait.
Tout Tout à ça. fait. On n'est Ouais. pas dans la reproduction d'exercices particuliers, on est vraiment dans un être. Oui, Ouais. oui. Et ça aide, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre énormément de choses sur les adultes, du coup. Donc c'est pas juste l'enfant et puis on le sépare, on le met dans une petite case où voilà. Et une fois qu'il a grandi, c'est bon, c'est terminé. C'est vraiment un tout. Et tu comprends l'humain. En fait, tu apprends à comprendre l'humain quand tu travailles au Montessori. C'est génial. C'est très beau. Et alors, question un peu personnelle, est-ce que tu te vois enseigner dans une école classique? Ça m'a déjà été proposé. Je sais qu'il y a des éducateurs ou des personnes qui sont formées, qui sont appelées en consultant. Oui. Parce que c'est pas parce que tu n'es pas 100% Montessori, comme on a dit, que c'est pas bien. Ça peut être très bien adapté. C'est juste que des fois, il faut justement les outils, il faut l'aide ou il faut les personnes qui vont t'aider à préparer ton environnement ou à, je sais pas, peut-être comprendre un petit peu mieux ou apprendre à faire certaines présentations qui sont un petit peu plus complexes. Même chez les parents. Parce que les parents, ils sont pas forcément... Tout à fait. Tout le monde n'est pas formé Montessori. Même avoir quelqu'un qui vient chez toi et qui t'explique qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton environnement à toi, dans l'environnement de ton enfant, pour faciliter peut-être l'éducation que tu souhaites mettre en place à la maison. Mais il faut que ce soit en accord, je pense, avec tes valeurs, avec toi, avec ce que tu es prêt à faire, et avec ce que ton enfant aussi, il faut connaître ton enfant et voir qu'est-ce qu'il est prêt aussi à accepter. Parce que du jour au lendemain, changer et faire du Montessori, si tu n'as pas cette connaissance, si tu n'as peut-être pas lu les livres ou si tu as juste entendu ok, c'est peut-être bien, mais j'y connais pas plus, voilà, il y a un travail à oui, faire. parce qu'il y a l'école, mais il y a aussi ce qui se passe à la maison. Oui. On ne peut pas avoir deux univers différents, l'enfant va avoir du mal à le comprendre aussi. Ça a été une difficulté quand je travaillais, vraiment, parce que tu as beaucoup de parents qui, avec beaucoup de bonnes intentions, hein, qui entendent que Montessori, c'est bien pour X, X, Y. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, ils l'entendent. Donc, ils mettent leur enfant dans l'école. Mais eux-mêmes n'ont pas les notions, ne connaissent pas plus que ça. Donc, à la maison, ils vont pas du tout appliquer de la manière de ce qu'on fait à l'école. Et ça va souvent défaire le travail qu'on construit à l'école. Oui. C'est-à-dire que tu mets ton enfant dans l'école, toute la journée, l'enfant, il va travailler en autonomie, il va être concentré, il va choisir ses activités, il va être en contact avec d'autres enfants. Le soir, tu rentres à la maison, c'est je sais pas, range ta chambre, regarde la télé, mange, et puis on va dormir. Et il n'a pas de moment vraiment de comment dire, de liberté. C'est pas liberté, mais il a pas c'est pas du tout le même rythme. Un temps pour lui, pour réfléchir par lui-même. Exact. Un temps pour lui, peut-être un temps avec ses parents, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas le temps le soir ou l'énergie le soir d'avoir un moment partagé avec l'enfant, ce qui est difficile aussi. C'est pour ça qu'en fonction de ton organisation, de tes foyers, de ton foyer, de ton rythme, il y a des gens qui travaillent tard aussi, qui n'ont pas du tout de temps avec leurs enfants, voilà, il faut accepter qu'il y a des choses qui vont être un petit peu plus difficiles que d'autres. Oui. Et il faut accepter aussi qu'on a des idées préreçues et que ça se passera peut-être pas comme ça dans l'école. À l'inverse, j'ai des enfants qui disent « Mais Montessori, c'est censé être tout libre, c'est censé être que de la bienveillance. Je comprends pas pourquoi vous dites non à mon enfant. » Ah, la limite. Voilà. Ton enfant, il peut pas prendre le matériel et le jeter par terre pour le casser. Il faut accepter dans les deux sens. Et c'est plus dur des fois avec les parents qu'avec les enfants. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement à faire pour les parents aussi. Est-ce que quand on met son enfant en école Montessori, est-ce qu'on a une petite formation pour savoir comment réagir à la maison? Formation, je pense que c'est plus possible. Il y a des choses qui se font avec l'organisation, etc. Mais on a toujours des réunions parents-prof. On peut prendre le temps de leur expliquer les choses. Alors, ça se fait pas dans toutes les écoles. J'ai déjà eu ça quand je travaillais en France. Les parents ont la possibilité de venir observer quand la classe est stabilisée, pas en début d'année,
Quand la classe est stabilisée, quand l'enfant est habitué à son nouvel environnement, le parent a la possibilité de venir une petite heure. Et de pleurer un peu dans un coin parce qu'à la maison, ça se passe pas comme ça du tout. Ils sont surpris souvent Ouais. parce qu'ils se posent et puis ils se disent: «Ah, mon enfant, il va venir vers moi, il voudra pas travailler, il voudra pas faire comme». Pas du tout. L'enfant, pas du tout. L'enfant, c'est maman regarde, et il va prendre toutes ses activités, ou papa regarde et il va faire. Et puis il va dire: «Tu as bien vu, hein, comment j'ai travaillé?» Il va refaire et puis après il va faire sa vie, quoi. Et le parent part à la fin: «Tu es sûr que ça va? Oui, oui, c'est bon». On t'a pas Ça va. tapé pour que tu restes comme ça? Non, non, tout va bien. Tout va bien. Ouais. L'enfant fait vraiment ce qu'il a envie de faire. C'est même au contraire, c'est bye, Ouais. voilà, au revoir papa, maman, allez faire votre travail, moi je fais mon travail. D'ailleurs, Super. on dit que l'enfant il travaille. On dit pas, tu vas jouer ou tu vas faire une activité. Enfin, si on dit que tu vas faire une activité, on dit pas tu vas t'amuser. On dit là, tu vas faire un travail. Donc, il y a une espèce de confiance dans ce que l'enfant est capable de faire et ça crée une confiance en lui. Quand l'enfant il sait que l'adulte qui est avec lui lui fait confiance pour qu'il fasse ce travail-là par lui-même, Bien sûr, il est au fier. top. Il est Il est trop fier. fier, mais oui. Donc il y a des beaux moments comme ça et beaucoup de moments difficiles. Faut pas croire, c'est dur à Alors, mettre par en exemple, place. explique-nous un moment difficile Alors, parce qu'on a moment l'impression difficile. que les enfants sont tous calmes, ils font leur travail, il se passe jamais rien. Non, le début de l'année, généralement, c'est toujours un moment un petit peu challenge parce qu'on a des petits-enfants de 3 ans Oui. qui quittent leurs parents des fois pour la première fois, qui se retrouvent avec plein d'autres petits-enfants. L'avantage quand tu es dans une classe qui existe déjà, c'est que du coup, il y a les plus grands qui reviennent Ok. et qui Oui. reprennent leurs habitudes, même si ça peut reprendre un petit moment d'adaptation parce qu'il y a eu les grandes vacances, c'est qu'on a été avec papa, maman et que voilà, on s'est sorti un petit peu la tête de l'école. Mais en une semaine, les grands, généralement, ils ont repris leur place et ils ont repris leurs activités. Donc ça fait qu'une moitié de la classe est déjà autonome et tout ce que tu as à faire, c'est adapter les petits qui arrivent. Donc souvent, soit on les met en binôme avec un plus grand et ils vont suivre un petit peu ce qu'il fait, être en observation, soit tu les prends en petits groupes et tu essaies de faire des activités où ils sont à plusieurs. Parce que généralement, les présentations, les petites leçons qu'on donne, c'est individuel. Ah, Donc, d'accord. tu as une classe en autonomie et puis tu prends un enfant et tu dis maintenant, je vais te présenter, je sais pas, l'addition. Et tu lui montres. Et puis, quand tu as terminé la présentation, tu le laisses. Il a l'option de continuer à travailler ou bien de reposer, de faire un autre travail. Ok. Donc, c'est vraiment Alors, ça induit quand même un petit nombre d'enfants dans la classe? Ça dépend des écoles. J'ai eu des classes avec moins de 10 enfants, puis des classes avec 25. Waouh. Avec 25, tu fais comment pour prendre chaque enfant individuellement, lui expliquer la leçon et je vois que tu as un cahier. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu fonctionnes? Parce que vraiment, c'est il y a ciseaux particulier. cahiers gros comme ça avec Ok. toutes les présentations. Généralement, tu connais ton matériel. Donc, quand tu pratiques beaucoup tous les jours, tu connais le matériel. Tu connais l'enfant parce Oui. que tu l'observes. Ça doit absolument passer par un moment où l'éducateur est assis dans un coin de la classe, qui ne dérange pas les enfants qui sont en train de travailler et qui regarde chaque enfant qui travaille. Et c'est D'accord. que comme ça que tu vas regarder, par exemple, tel enfant qui est en train de faire tel exercice de motricité fine, tu vas te dire, lui, on peut peut-être commencer à travailler l'écriture et le D'accord. tracer, potentiellement. Mais, ou bien regarder un autre enfant qui fait une activité et peut-être que tu vas distinguer une difficulté que tu n'aurais pas vue si tu n'avais pas pris ce temps où tu t'étais posé. Peut-être que lui, on va devoir lui représenter encore une fois pour bien être sûr qu'il l'a intégré. Donc ça passe vraiment par le moment où tu présentes la leçon, puis ensuite tu vas t'asseoir et tu observes. Ok, donc ton travail est vraiment énorme dans... tu as une vision assez large de ce que font les enfants, peut-être même plus que les parents quelquefois. Oui, en tout cas dans le contexte scolaire, oui, c'est vrai. Après, je pense que c'est impératif de travailler en lien avec les parents pour mieux comprendre du coup, parce que tout ce qui se passe à la maison, on n'a aucun œil dessus. Il faut absolument, peut-être qu'un jour l'enfant il arrive dans un état qui est pas habituel. Il faut qu'on puisse avoir l'explication de pourquoi, du comment, pour Tout à fait. pouvoir Tout à l'accompagner fait. du coup ce jour-là qui est peut-être plus difficile pour lui.
Voilà, on va jamais forcer un enfant à faire une activité s'il a pas envie de faire une activité. Exactement. Puis à cet âge-là, effectivement, comme ce sont des éponges, s'ils entendent les parents se disputer ou quoi que ce soit Oui. d'autre, il va y avoir un impact sur la Oui. vie à l'école le lendemain. Généralement, ils parlent assez. En tout cas, dans les enfants que j'ai connus en Montessori, comme on a vraiment des temps où ils ont cette possibilité-là de s'exprimer et d'être entre eux, ils expriment beaucoup de choses. Oui, il faut savoir que vos enfants racontent votre vie. Vos enfants c'est racontent votre important. vie. Des fois, j'entends des choses que j'ai pas envie d'entendre. Mais c'est bien parce que ça montre que les enfants, du coup, ont confiance. Oui. Ils sont en confiance à ce moment-là. Puis ça permet aussi quelquefois de décrypter une situation que l'enfant a peut-être mal comprise et de dédramatiser aussi. Oui, exactement. Il va pas forcément parler aux parents, mais à l'institutrice qui est là, il y a un lien qui est un petit peu différent. Et vice-versa, des fois, il y a des choses qui se passent entre enfants à l'école que tu dois être en mesure d'observer, de comprendre, et ensuite de pouvoir expliquer aux parents pour qu'eux aussi puissent faire le travail nécessaire à la maison. S'il y a des enfants qui, encore à 3 ans, ils sont beaucoup dans le physique, ils sont beaucoup dans le tenir les autres, parfois frapper les autres, parce que voilà, il y a des comportements qu'ils n'ont pas encore complètement réglés. Il faut pouvoir déjà stopper ça à l'école et ensuite rapporter absolument aux parents à chaque fois que ça arrive pour que le parent puisse travailler sur ça avec l'enfant à la maison. Tout à fait. C'est un réel travail d'équipe. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il faut vraiment être très présent? Tu parles tout à l'heure de parents qui travaillent beaucoup, qui travaillent tard. Est-ce que la méthode Montessori induit quand même une présence assez importante pour le parent? En tout cas, dans la première partie de la vie. Et je vais parler surtout de ce que je connais du coup, c'est-à-dire l'enfant de la naissance à 6 ans. C'est un enfant qui se repose beaucoup sur l'adulte. Contrairement à partir de 6 ans et jusqu'au collège, l'enfant, il a besoin au contraire d'être dans son groupe. Il a un instinct grégaire vraiment ancré et il a besoin d'être avec son groupe social. Mais de 0 à 6, l'enfant, il a besoin de créer un lien de confiance avec les adultes, pas juste les parents, les adultes qui sont autour de lui et les éducateurs qui vont être autour de lui. Et c'est que à travers cette confiance en l'adulte qu'il va pouvoir développer un lien avec son environnement et un lien de confiance avec son environnement. C'est-à-dire que s'il est sécurisé entre 0 et 6 ans, la suite coule tout seul. Émotionnellement parlant, oui. Et ça remonte encore plus loin, c'est vraiment dans les premiers mois de la vie. Si l'enfant est un lien d'attachement suffisamment sécure avec ses parents, sa maman souvent, ou son papa, et bien petit à petit, il va pouvoir se détacher de manière encore plus sécurisée de ses parents, parce qu'il aura déjà cette base-là affective. Donc il sera beaucoup plus à même de tisser des liens de confiance avec les autres plus tard. Mais ça monte à vraiment... ça se joue très tôt dans la vie et il faut pas négliger ce petit enfant qui arrive en maternelle et qui, on se dit, bon... Qu'on jette quelquefois en maternelle, allez hop, de toute façon, voilà, au contraire, il comprend tellement de choses. Des fois, avant même que tu parles, il a compris. Parce que tu as exprimé quelque chose physiquement ou dans tes émotions, dans ton ressenti, et il l'a ressenti. C'est pour ça qu'il faut faire... Non seulement il faut être présent, mais il faut être présent de manière la plus positive possible. Alors évidemment, on est humain, on n'est pas parfait. On a faut être sûr que... nos émotions, etc. Je pense que quand t'es parent, c'est encore plus difficile parce que c'est quotidien, c'est H24. En tant qu'éducateur, t'as plus cette distance c'est pendant la classe. Donc pendant la classe, pendant la journée, il faut être dans ton rôle. Et puis après, le soir, tu rentres chez toi, et puis tu es tranquille. Tu n'as pas les 25 enfants autour de toi. Quand tu es parent, ben, c'est tout le temps que tu dois assumer ton rôle de parent, de modèle. Et c'est super dur, je pense. Je pense que les gens se mettent une pression. J'ai côtoyé beaucoup de parents qui arrivent en Montessori, limite comme ça, disant « Alors, j'ai fait ça ce matin, je ne sais pas si ça va avoir un impact. » C'est ce que vous avez dit, c'est pas bon. Alors hier, du coup, j'ai pas fait mes 50 minutes de lecture avec lui, donc je sais, voilà. Il faut aussi... relativiser, souffler et être soi-même, en fait. Et il faut pas avoir peur de lui parler. J'ai toujours eu de meilleurs résultats quand j'expliquais à l'enfant pourquoi j'avais fait ci, pourquoi j'avais eu cette réaction, pourquoi je lui ai dit non à ce moment-là, que juste de dire c'est comme ça et c'est non, ou bien c'est oui, et il n'y a pas de... C'est toujours oui
On parce que explique ses regarde. propres émotions pour que l'enfant n'absorbe pas quelque chose et ne l'encode pas, du moins d'une autre manière. Oui, parce que de toute façon, il va l'absorber. Mais il faut qu'il comprenne ce qu'il a absorbé. Soit directement, verbalement, tu lui expliques, soit tu répètes les choses avec lui, tu lui remontres, tu l'accompagnes. Très bien, Ouais. très bien. C'est beaucoup de travail. Exactement. On rend vraiment compte que Oui. c'est une écoute vraie de l'enfant, de ce qu'il est, d'une adaptation, puisque voilà, c'est personnel. Chaque enfant a une manière de faire différente, et tu vas t'adapter à chaque fois à chaque enfant. Donc c'est idyllique en fait pour une école. C'est vraiment ouais, c'est intéressant. sur le papier en tout cas, et même quand on lit les livres, d'ailleurs je vous conseille de lire les livres de Maria Montessori. Tu comprends beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses et tu ressens cette vision-là de paix, de sérénité, vraiment de positivité, de bienveillance. Après, dans la mise en place, c'est ce que j'ai dit, il faut accepter que le monde, il évolue. On a des outils aujourd'hui, on a l'électronique, on a Internet, on a des téléphones, on a des moyens de communication qui ont accéléré, on a une connaissance du monde qu'on n'avait pas avant. Les gens travaillent beaucoup plus qu'avant. Les deux parents travaillent. Les mamans, parce qu'avant, les mamans étaient au foyer, on avait un petit peu plus de temps, entre guillemets, puisque, je dis bien entre guillemets, parce qu'il fallait tout faire à la maison. On était préposés, en tout cas, on avait ce rôle-là d'éducateur plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est important de prendre cette évolution-là en compte, que ce soit en tant que parent, en tant que famille, mais aussi dans les écoles. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas éduquer nos enfants dans les écoles comme on le faisait il y a 5 ans. Tout à fait, ça doit évoluer. Ça doit évoluer. Donc, si on peut insérer quelques outils de pédagogie Montessori, ce serait vraiment sympa. Ce serait sympa, oui. Appelez-nous. On le fera avec plaisir. Et alors, comment se passe une journée type à l'école? Alors, une journée type, souvent, on arrive à peu près vers 8h, 8h30. Il y a un accueil. Les enfants, les parents déposent leur enfant à l'entrée et l'enfant doit lui-même rentrer dans l'école, poser ses affaires, retirer ses chaussures, mettre ses chaussons s'il faut, et généralement se mettre au travail directement. Sans qu'on ait rien à lui dire. Sans qu'on ait rien à lui dire. Forcément, le début de l'année, toujours une adaptation, mais au fur et à mesure, ça se fait comme ça. Il y a à peu près 2h30, voire 3h de travail ininterrompu. C'est-à-dire que l'enfant, il est capable, si on le laisse, de vraiment être en activité pendant presque 3 heures. Sans qu'on... Et on nous dit toujours, un enfant d'âge maternel, c'est 15 minutes. Il peut se concentrer bien plus que ça. D'accord. Déjà des enfants des petits-enfants de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui se retrouvent devant une activité pendant 1 heure. Génial. Et on ne les dérange pas. Et parce qu'ils sont dans la répétition, c'est que comme ça qu'ils vont intégrer vraiment les outils. Souvent, les activités qu'on fait quand on commence, on est tout petit, c'est des activités de vie pratique. Donc, c'est des activités que tu peux retrouver à la maison. D'ailleurs, c'est les activités, généralement, les parents ramènent à la maison parce que ça peut aller de petites choses simples comme verser de l'eau dans un verre. Ils adorent faire ça. Et ça aide à développer justement leur motricité fine qui va être fondamentale pour des choses comme l'écriture plus tard. Ou bien ça peut aller jusqu'à laver la vaisselle ou couper des fruits ou des activités vraies. Tout à fait. Qui vont l'ancrer dans la réalité de la vie. Et puis ils voient leurs parents faire ça, donc ils sont dans le mime, ils veulent refaire la même chose. Ils veulent refaire et ils ont cet instinct intérieur de faire le mouvement eux-mêmes. Ça, c'est super important de toujours laisser l'enfant agir par lui-même. Ne pas se substituer. On a une tendance à faire... À vouloir faire pour lui. Bah oui, tu vas renverser. Attends, je vais intervenir. Ouais. Au contraire, laisse-le renverser. Ouais. Prépare la serpillière. Ok. Mais laisse-le faut adapter l'environnement. On peut pas non plus tout laisser faire à un enfant si le canapé est blanc, par exemple. Oui, si le canapé est blanc, ou bien si tu coupes des fruits, on a toujours un petit couteau. C'est un petit couteau qui a la taille pour l'enfant et qui coupe le fruit, mais avec lequel il va pas se faire mal. Et on est présent. On évite d'avoir peur sans arrêt en le regardant faire. Parce qu'il y a plus de chances que l'enfant il ressente cette peur-là et que du coup il puisse pas travailler correctement que si tu le laisses, tu montres que tu as confiance. Encore une fois, l'enfant va avoir confiance en son geste, donc il va faire le geste correctement. Ok. Donc voilà, en tout cas, ça peut aller de ces petites activités-là. On a des activités sensorielles, donc ça va être des choses qui vont lui permettre de travailler justement ses 5 sens.
Ça peut être des introductions à la géométrie, ça peut être du travail d'écoute, travailler son odorat, travailler sa vue, etc. Distinguer les couleurs, distinguer les formes. C'est le matériel pour moi qui est le plus intéressant à ramener aussi parce que il est très précis. Donc il y a toujours beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là et développer ses sens, c'est fondamental. Et puis ensuite, on passe aux 2 autres matières qui sont le langage et les mathématiques. Et les gens sont Ok. toujours surpris de voir que j'ai des maternelles de 4 ans qui font des grandes divisions. Parce Waouh. qu'avec le matériel, tu manipules vraiment tes opérations mathématiques. Ou bien, en langage, tu vas manipuler le mot. Donc tu as toutes les lettres. Ça, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui à l'école publique, mais elle a créé un alphabet mobile. Donc elle a toutes les petites lettres que tu peux créer ton mot. Oui, tout à fait. On a beaucoup de méthodes comme ça. Ouais, ça a été Il y a, intégré. je donnerai pas le nom, mais en tout Non, cas, mais on a des lettres qui peuvent être touchées, qui oui, font des sons particuliers, qui oui, vont aider certains enfants qui ont du mal à rentrer dans la lecture, exact. qui vont permettre de donner les sons. Et bien, même avant d'avoir du mal, on a des enfants qui ne savent pas lire, mais qui savent écrire des mots. Parce qu'ils ils manipulent les lettres. Donc, un enfant qui a vu les lettres et qui a manipulé et qui a mis en place des petits mots, il va pouvoir ensuite les écrire, les tracer et les écrire. Et il saura peut-être des fois même pas encore lire ce qu'il fait, mais comme il l'aura vu, il sera en mesure de le reproduire. Très bien, très bien. Donc ça, c'est nos 3 heures de travail. Ok. Voilà, donc il peut répéter l'activité, il peut changer d'activité autant qu'il veut, tant qu'il est en activité posée et autonome. Ensuite, on a un petit temps de repas. Généralement, c'est tous ensemble. Soit il y a un service traiteur et les enfants mangent la même chose, soit les parents proposent une petite lunchbox, petit repas. Mais il faut que ce soit des choses que l'enfant puisse manger par lui-même. On va rarement aider l'enfant à justement à couper. Il faut favoriser l'autonomie au maximum. Donc on lui donne de quoi faire son sandwich, il le fait tout seul, c'est ça? dans l'idéal, non, si c'est prêt, c'est bien. Il faut qu'il ait son petit moment de pause et de confort. Puis c'est un moment aussi, un moment à table. Donc c'est là qu'on va donner un petit peu tout ce qui est art de la table, art de la conversation. Et c'est très propre à chaque culture, encore une fois. Donc je sais que dans des écoles en Asie, eh ben, on va manger d'une façon différente, on va s'asseoir d'une façon différente que dans les écoles qu'on a en France, où on va s'asseoir avec les petites chaises, la petite table et le petit couteau à droite, la fourchette à gauche, et on apprend un petit peu. C'est un moment où on partage la culture aussi de son environnement, ce qui est toujours important pour un petit enfant qui rentre dans la société. C'est ça, c'est ça. Et après, soit petit enfant qui a besoin d'un moment de calme ou de sieste pour apprendre ce petit moment-là, soit on retourne au travail pendant 2h30 à 3h l'après-midi, jusqu'à petit moment de récréation à la fin de la journée. Là, c'est le liberté. Si on a un espace en extérieur, c'est top. Sinon, lire des livres ou faire de la musique. On a des petits instruments généralement, ils peuvent découvrir la musique. Et voilà, jouer entre eux aussi, un petit peu. Des activités physiques, si possible, plus à la fin. Et après, les parents viennent les chercher. Ok. Voilà. Donc j'entends, je rebondis sur le temps de sieste. Il n'est pas obligatoire. Non. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est... personnellement, je trouve que c'est un petit peu rédhibitoire de forcer un enfant à dormir. Alors que c'est pas du tout son rythme ou son intérêt de le faire. C'est bien, des fois, ils ont besoin de se poser. Ils ont besoin de s'asseoir, ils ont besoin d'écouter un peu de musique ou de lire ou d'avoir un petit temps de lecture. Moi, j'aimais beaucoup lire avec eux. C'était super agréable et ils ont ce petit moment de pause. Parce que quand même, ça demande beaucoup d'efforts de se concentrer toute la journée, d'être avec les enfants, d'être loin de papa et maman. Mais les faire s'allonger et dans des lits et de dormir, c'est pas forcément dans leur intérêt. Sauf s'ils en ont besoin. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée, par exemple le temps où ils sont censés être au travail, ils ont besoin de dormir, on les autorise à faire ça? Oui, bien sûr. Justement, parce que peut-être qu'il n'a pas bien dormi l'année dernière, ça sert à rien des enfants qui s'endormaient. Alors des fois, quand je suis en présentation, je suis assise par terre, parce qu'on a des petits tapis, et on travaille sur ces tapis-là. Donc je suis en train de faire une présentation à un plus grand.
Souvent, c'est des mathématiques. C'était quelque chose qui dure assez longtemps. Ça peut durer 15 à 20 minutes. Il y a beaucoup de déplacements. Il faut aller chercher les petits cubes de 1000, les petites barrettes de 10, etc. Et pendant que je fais ma présentation, je vois qu'il y a un petit qui vient et qui s'assoit à côté. Et les enfants ont le droit de regarder les présentations des autres. Ils n'ont pas le droit de toucher, pas le droit d'intervenir, mais ils ont le droit de regarder. Et D'accord. petit à petit, je vois du coin de l'œil, le tout petit commence à faire. Sauf que les maths, ça l'apaisait vraiment. Et puis Ouais. petit à petit, hop, et il s'est endormi sur moi quand j'étais en pleine présentation de division. On peut pas aller contre la nature à un Tout moment. à fait. Tout à fait. L'enfant est fatigué, l'enfant doit dormir et on va pas le laisser dormir par terre. Donc on l'a mis dans un lit et puis il a fait un petit moment de... Et après, il est revenu dans l'après-midi, il était tout guiré et il voulait reprendre aussi la même activité de mathématiques. Ok. Voilà. Donc oui, c'est normal. Il faut suivre ça. Ça fait partie de la base de Montessori, c'est quand même de suivre On va au le rythme de rythme de l'enfant. l'enfant. Oui, tout à Voilà. fait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter aux parents qui aimeraient justement rentrer dans cette méthode? Je pense l'idéal, si ça vous intéresse, c'est de lire les livres. Vraiment, ça vient de là. Essayer de comprendre sa pédagogie, voir si ça vous correspond vraiment. Mhm. Et puis ensuite, peut-être vous renseigner sur comment l'adapter à la maison, ou bien voir qu'est-ce qu'il y a comme proposition autour de vous. Est-ce qu'il y a des écoles Montessori? Est-ce qu'il y a des écoles qui s'inspirent peut-être de Montessori de manière cohérente? Et est-ce que vous pensez que ça pourrait convenir à votre modèle familial et à votre enfant? Tout à fait. Alors, Voilà. quand tu parles de modèle familial, il y a une question qui me vient. Oui. J'ai oublié de te poser tout à Oui. l'heure. A-t-on le droit de se fâcher avec la technique Montessori? Ça dépend de ce que tu entends par se fâcher. Parce que la colère est une émotion qui mérite d'être respectée, entendue. Je rentrerai jamais dans la négativité et la frustration sur un enfant. Ou bien si ça arrive, parce que comme j'ai dit, on est humain, il faut que tout de suite après, on aille expliquer à l'enfant. Mhm. Si maman s'est fâchée, c'est parce que maman a ressenti ça, parce qu'il s'est passé ça. Je suis désolée, je voulais pas que ça sorte sur toi. Mais voilà, il faut que tu comprennes que c'est parce que maman a ressenti une très forte émotion. Ok. On est toujours dans l'explication. On a le droit d'avoir des Toujours, émotions, on a le droit de... Ah oui, sinon c'est terrible. L'enfant, il va juste enregistrer la colère. Ouais. Il va pas savoir Pourquoi elle est là pourquoi et... maman crie. Ouais. Je sais pas. Ou des fois, dans des situations, il y a encore des gestes parfois brusques et parfois violents, en disant bon, il va pas s'en souvenir ou ça va rien lui faire. Des fois, une petite claque de temps en temps. Il y a rien de pire pour le développement d'un enfant. C'est ça, il va jamais comprendre pourquoi. Il va jamais le comprendre. Il va juste le subir. Et c'est tout. Et ça va même pas arranger la situation derrière. Parce que les enfants qui se font brusquer, violenter derrière, ils Tout vont à fait, c'est continuer compliqué. leur C'est comportement. compliqué. Ouais. Et pire, ils vont le faire subir à d'autres. Donc, par pitié, ne faites pas ça. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir des émotions. Au contraire, montrez vos émotions, parce que c'est que comme ça que l'enfant, il va pouvoir aussi être en confiance pour montrer les siennes. Mhm. Mais il faut les expliquer. Et c'est ce qui va permettre que plus tard, quand votre enfant, il va avoir des grosses colères, ou il va avoir des fortes émotions, de la joie, et bien il va vous dire, voilà pourquoi. Maman, j'ai cassé ça, je suis désolée, mais j'étais vraiment fâchée, j'ai pas réussi à le contrôler. Ok, comment est-ce qu'on fait maintenant pour réussir à le contrôler? Qu'est-ce qu'on doit travailler ensemble? La prochaine fois, est-ce qu'on doit aller crier dans un coussin? Est-ce qu'on doit aller crier dans la forêt? Comment on va gérer cette émotion-là? Très bien. Voilà. Donc, c'est engager la discussion. J'imagine que des enfants qui ont l'habitude de parler de leurs émotions, qui ont l'habitude de voir aussi leurs parents dans ces émotions-là, plus ils grandissent et plus ils vont être posés. Ils ont une intelligence émotionnelle qui est parfois supérieure à celle de nombreux adultes. Tu parlais de maturité tout à l'heure. Émotionnellement, ouais, il y a une grosse maturité chez ces enfants-là. Et c'est même pas spécifiquement Montessori. C'est juste d'avoir une bonne communication et une honnêteté avec soi-même et avec son enfant. Je pense que c'est très important. Très bien, Ouais. très bien. Ben, merci pour cette belle interview. Avec Ça nous permet justement de comprendre encore mieux que aujourd'hui on sait
qu'est-ce qu'un enfant et ce qu'on peut lui apporter de bien, de moins bien. On est dans l'acceptation aussi de ce qui peut se passer, on se culpabilise jamais. Jamais. Et il y a toujours moyen de faire autrement. Oui, avec bienveillance. Avec bienveillance. On reste sur ce mot-là qui est très important. La base. N'hésitez pas à lire les livres encore. C'est vraiment là qu'on comprend le mieux les choses. Très bien, très bien. Eh bien, à vous de vous renseigner, d'aller voir ce qui peut se passer au niveau de cette éducation, ce que vous pouvez faire évoluer. Un petit clin d'œil aussi aux enseignants. N'hésitez pas à vous former, à développer aussi cette éducation de l'école publique. Un grand merci pour cette interview et puis à très bientôt.